Pourrait-on imaginer une agriculture française en dehors d'une Union européenne? C'est le débat que nous allons avoir ici et j'ai le plaisir d'accueillir François Asselineau. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de l'UPR, l'Union pour le Rassemblement... non, Union Populaire Républicaine. Oui, pourquoi on a marqué ça? Union Populaire Républicaine, excusez-moi. Vous êtes inspecteur général des finances, on vous a déjà reçu ici dans le cadre de ce plateau. Face à vous, Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Agroéconomiste, auteur de différents ouvrages, le dernier consacré à la révolution numérique en agriculture. Le précédent, c'était l'agriculture française, une diva à réveiller. François Asselineau, vous êtes ce qu'on pourrait appeler un petit candidat. Est-ce qu'un petit candidat aujourd'hui peut avoir des parrainages pour aller justement vers l'élection? Alors d'abord, j'ai le plaisir de vous dire que j'ai suffisamment maintenant de parrainage pour... On n'a pas encore les 500 promesses, mais on en a suffisamment maintenant pour avoir bon espoir d'y parvenir. Donc je pense que lors du prochain salon de l'agriculture, je reviendrai cette fois-ci en tant que candidat officiel. Je l'espère, en février prochain. Et deuxièmement, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, si vous me le permettez. Je ne suis pas un petit candidat. Donc pour la Constitution française, il n'y a pas des petits et des grands candidats. Il y a des candidats. C'est l'article 7 de la Constitution. Et moi, si vous me parlez des autres candidats que l'on voit, eh bien, moi, je pense que je suis le plus grand des candidats. En tout cas, si les autres sont plus grands que moi, c'est en corruption, en mensonge, en détournement de fonds. Regardez ce qu'on vous présente par ailleurs. Alors, la messe est dite. À partir de ce moment-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez plus loin sur le phénomène des parrainages. Et quand je disais petits candidats, c'était quelque part pour porter la voix des candidats qui ne sont pas portés par les partis, on va dire, majeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des freins à l'obtention des parrainages et lesquels? Oui, alors, encore une fois, notre mouvement politique est devenu un parti majeur. Nous avons 12 200 adhérents, c'est-à-dire que nous avons 4 fois plus d'adhérents que EELV par exemple, et que nous avons plus d'adhérents que le parti de gauche. Deuxièmement, la question qui se pose effectivement, c'est que vous avez beaucoup de maires qui refusent de parrainer des candidats parce qu'ils ont peur que leur nom sorte dans la presse. Et puis vous avez un troisième phénomène, vous avez les grands partis politiques que sont les Républicains ou le Parti Socialiste qui siphonnent le maximum de parrainage avec leurs élus et qui demandent à leurs élus de ne pas parrainer les autres. Mais bon, la situation est tellement grave et les messages et les analyses que je fais depuis maintenant plus de 9 ans sont tellement validés par les événements que de plus en plus de maires nous connaissent. Je rappelle qu'aux élections régionales de l'année dernière, du 6 décembre, nous avons fait 1% des suffrages, pratiquement 200 000 électeurs, ça n'est pas rien. Et que nous sommes actuellement le mouvement en plus forte croissance de France. Alors ça tombe bien parce que vous savez, énormément de Français veulent voir des têtes nouvelles. Alors si c'est une tête nouvelle qu'ils voient, ben la voilà, c'en est une. Il faut pas dire, ah ben je ne le connais pas, c'est justement fait pour. Il y a pratiquement les 2 tiers des Français qui ne veulent plus entendre parler de Sarkozy, de Juppé, de Madame Le Pen, de François Hollande, ils n'en veulent plus, vous le savez. Il faut des têtes nouvelles, il ne faut pas seulement des têtes, il faut également des analyses et des propositions totalement nouvelles et qui vont enfin sortir la France du désastre dans lequel elle s'enfonce. Alors, il y a un fait qui milite pour vous, c'est qu'aujourd'hui, le Brexit, c'est plus la science-fiction, c'est une réalité. La sortie de l'Europe, c'est envisageable. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce qui se passe pour l'Angleterre pourrait se passer pour la France? Alors, bien entendu, c'est vrai que moi, je suis le candidat du Frexit. J'ai créé un mouvement politique il y a bientôt 10 ans. Depuis 10 ans, vous m'avez d'ailleurs très aimablement reçu plusieurs fois depuis plusieurs années, vous savez que je dis toujours la même chose. Et que ce sont les événements qui me donnent raison. Il faut que la France sorte de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors lorsque je disais ça il y a quelques années, on me prenait pour un hurluberlu. Sauf que effectivement, maintenant l'affaire qui vient de se passer au Royaume-Uni prouve 2 choses. La première, c'est que l'Union européenne, on peut en sortir. La preuve a été apportée. Pour l'instant, on le sait pas. On peut décider d'en sortir, mais il faut pas sortir. Madame Theresa May et tout le monde, même le président Hollande a demandé hier. Donc ça veut dire que le principe que la construction européenne est quelque chose de réversible, maintenant c'est désormais dans tous les esprits. Alors qu'il y a encore 2 ou 3 ans, tout le monde me disait c'est impossible d'en sortir. Donc ça c'est un premier élément très important. Puis il y a un deuxième élément. C'est qu'au moment de la campagne pour le référendum au Royaume-Uni, tous les grands médias possédés par l'oligarchie financière, industrielle, les agro-industries notamment, mais pas seulement eux, eh bien, ont fait peur aux Britanniques en disant si jamais vous votez pour le Brexit, ça va être un effondrement général
Madame Lagarde, directeur général du Fonds monétaire international, a dit que dans les semaines qui suivraient, elle n'a pas dit dans les années, elle a dit dans les semaines qui suivraient, on assistera à un effondrement des marchés financiers et de l'économie britannique. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est vrai que pour l'instant le Royaume-Uni n'est pas encore sorti juridiquement, mais dans les esprits, il est déjà sorti. Eh bien qu'est-ce qui s'est passé? On constate que c'est tout l'inverse. La livre sterling a baissé de 10%, ce qui a dopé les exportations britanniques. Le Fonds monétaire international de Madame Lagarde, de toute honte, ils ont été obligés de corriger à la hausse le taux de croissance du Royaume-Uni cette année, qui va passer à 1,8%. C'est le plus élevé des taux de croissance de l'Union européenne. Voilà. Alors qu'en France, vous le savez, nous continuons à nous enfoncer dans le désastre. Les chiffres du chômage, les derniers chiffres publiés ont été calamiteux. On donne la parole à Jean-Marie Seroni. Est-ce que ça serait vraiment une opportunité pour l'agriculture française de sortir de l'Europe? Pas sûr. Personnellement, je ne le pense pas. Ceci étant, ce que je voudrais comprendre dans les propos de M. Asselineau, c'est là, on a eu des propos intéressants, mais je dirais de politique générale, enfin appliqués au cas précis de l'agriculture. Qu'est-ce que ça donne? Et on ne peut pas comparer l'agriculture française puissante et structurellement aujourd'hui exportatrice du Royaume-Uni, qui s'est toujours nourri historiquement du Commonwealth et aujourd'hui d'importation. Ceci étant, sur le problème interne au Royaume-Uni, j'ai quand même l'impression qu'ils ne sont pas sortis de la question écossaise et de la question écossaise qui est nouvelle, enfin qui reprend de l'ampleur, et de la question irlandaise. À double sens, sortie de l'Irlande et réunification de l'Irlande. C'est pas notre débat, mais les choses sont quand même compliquées tout de suite là-dessus. Moi, je crois qu'effectivement, si vous me le permettez, comme on n'a pas beaucoup de temps, je pense que c'est pas le débat. Moi, ce que je voudrais expliquer aux agriculteurs qui me regardent. Tout ce qu'on exporte, à partir du moment comment on fait? Alors, premièrement, sortir de l'Union européenne, ça ne veut pas dire devenir la Corée du Nord. Sortir de l'Union européenne, ça veut dire, regardez ce qui se passe avec le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a des médias qui avaient dit, si vous votez pour le Brexit, le Royaume-Uni va être isolé. Mais pas du tout. Depuis que les Britanniques ont voté à 52% pour le Brexit, Madame Theresa May, le nouveau Premier ministre britannique, a annoncé qu'il y a des dizaines de pays du monde, et pas seulement du Commonwealth, elle a notamment cité par exemple le Brésil ou la Chine, qui veulent faire des accords de libre-échange avec le Royaume-Uni. Donc c'est normal, c'est un pays importateur. Donc ça n'a rien à voir. Et nous sommes un pays exportateur. Oui, nous sommes un pays exportateur, mais par exemple, nous exportons beaucoup de céréales vers les pays du Maghreb ou d'Afrique, notamment les pays du Maghreb. C'est un marché très porteur pour les céréales dans les années qui viennent. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Ce que je voudrais dire aux agriculteurs qui me regardent, on exporte beaucoup au sein de l'Union européenne. Plus de la moitié, c'est au sein de l'Union européenne. Et alors donc vous allez avoir un décalage. On va retrouver les problèmes d'il y a 20 ans de décalage monétaire. Mais attendez. L'Union européenne est en train de négocier en ce moment avec les États-Unis, dans le dos des peuples, un accord qui s'appelle le TAFTA, de total libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Vous en avez entendu parler. Bien. Donc contre les peuples, il y a le Parlement européen. Pourquoi est-ce que la France serait interdite d'exporter ses produits agricoles vers le reste de l'Union européenne? Ça se négociera, vous savez. C'est pas demain la veille que les autres peuples d'Europe vont refuser d'acheter, par exemple, des produits agricoles français, que ce soit le vin, que ce soit on est réputé sur toute une série de spécialités. Moi, je voudrais dire quand même... Et donc vous laissez les frontières complètement ouvertes? Mais pas complètement ouvertes. Parce que si vous rétablissez les droits de douane, le problème d'export va se poser. On prend la maîtrise de notre commerce extérieur. Au-delà des mots, qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà des mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, l'agriculture est en train de mourir en France. L'agriculture, c'est faux. C'est absolument faux. L'agriculture familiale est en train de mourir. C'est absolument faux. On est passé de 3 à 4 millions d'agriculteurs en 1962 à moins de maintenant 800 000. Et il y a 5 millions, il y a Par ailleurs, beaucoup d'agriculteurs français, des agriculteurs familiaux, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Le revenu moyen est de 1200 € par mois. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Donc, l'agriculture française familiale est en train de décliner très rapidement. C'est 2000 € le revenu moyen. 1208. Non, moi j'ai un autre nombre, 1208 dans l'élevage. Dans l'élevage, 1208. On est au salon de l'élevage ici, c'est 1208 € dans l'élevage. Actuellement, avec le système du TAFTA qui est en train d'être négocié avec les Américains par le Parlement, la Commission européenne, on risque d'avoir un nouvel effondrement de notre agriculture. Pas sur la viande bovine dans le TAFTA. On s'intoxique avec cette question-là. On peut avoir une bataille d'experts. Le ministère de l'Agriculture américain
à un service d'études qui a publié en 2015 une étude où il ressort que selon leurs études, s'il y avait le TAFTA, la viande de bœuf exportée en Union européenne par les États-Unis augmentera de 645%. Et la viande de porc de 181%. On importe peu de viande bovine américaine. Oui, eh bien, on importe peu, le résultat, notamment à cause des anabolisants. Et que le résultat sera de plus 5,5 milliards de dollars pour les États-Unis et plus 0,8 milliards de dollars pour l'Union européenne dans cet échange. C'est-à-dire que c'est très à l'avantage des États-Unis d'Amérique. Mais vous savez pourquoi ? Je voudrais dire... Parce que le déséquilibre Europe États-Unis en matière agricole est de plus en plus important. C'est-à-dire que les Américains sont en situation de plus en plus défavorable par rapport à l'Union européenne sur le commerce extérieur. Mais ça, c'est peut-être leur problème. Nous n'avons pas, nous, à subir un accord qui va jouer à notre détriment. Autre exemple, puisque nous sommes au salon de l'élevage, la situation du porc. Vous savez d'où vient le problème de la situation du porc? Ça vient des problèmes décidés au niveau géopolitique par la Commission européenne suite à l'affaire de la Crimée. Bon, oui. Eh bien oui, c'est aller parler aux éleveurs de porc. Vous savez très bien que c'est une catastrophe. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère français de l'Agriculture qui estime que on risque d'avoir entre 22 et 25 000 exploitations qui vont disparaître en matière d'élevage. C'est pas moi, c'est le rapport du ministère de l'Agriculture. Il nous reste deux minutes, Jean-Marie Seroni, 2 minutes. Vous savez qu'il y a eu un plan d'aide qui a été apporté. Vous êtes inspecteur général des finances. Tous les secrets des taux, etc., ce n'est pas inconnu pour vous. Concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'on ouvre justement de l'argent pour les exploitations en reportant des dettes pour le futur? Est-ce qu'on surendette l'agriculture? D'abord, si nous sommes sortis de l'Union européenne, il y a toute une série de réglementations européennes qui ne s'imposeront plus aux agriculteurs, aux exploitants agricoles français qui n'exportent pas. Ça sera donc une formidable libération pour les entreprises artisanales et pour les entreprises familiales. Deuxièmement, je voudrais rappeler aux agriculteurs qui m'écoutent que la France donne chaque année beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. C'est-à-dire que lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, non seulement les agriculteurs pourront continuer à recevoir les subventions qu'ils reçoivent, mais ces subventions, elles ne seront plus avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, elles seront avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Et de surcroît, nous aurons environ 8 à 9 milliards d'euros supplémentaires à dépenser ou à économiser dans l'endettement public de la France. Et la réponse à ma question sur le surendettement, justement, le fait d'alimenter toujours avec toujours plus d'argent, toujours plus d'endettement? Eh bien justement, c'est ce que je viens de vous dire. Commençons déjà. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de donner, par l'intermédiaire de l'Union européenne, actuellement, nous versons, sans que les Français ne s'en rendent compte, 300 millions d'euros par an à la Bulgarie, 200 millions d'euros par an à la Turquie, etc. Commençons déjà par faire charité bien ordonnée par la France. La Turquie n'est pas en Europe, je vous non, la Turquie, au niveau de la contribution européenne. La Turquie n'est pas dans l'Europe, mais elle bénéficie des fonds de mise à niveau pour entrer dans l'Union européenne parce que ce sont les Américains qui ont décidé que la Turquie entrerait dans l'Union européenne. Une phrase de synthèse sur le débat. Alors, la sortie de l'Europe agricole, de l'Europe, de la France agricole. Par rapport à cet argument qu'on commence à entendre de plus en plus, de dire on contribue pour 20 et quelques milliards d'euros à oui, l'Union européenne. C'est un argument qui est de plus en plus utilisé parce que c'est moi qui le dis depuis maintenant 9 ans et un certain nombre de responsables politiques me le prennent. On en récupère 13 ou 14, dont 9 ou 10, une dizaine pour l'agriculture. Je pense, excusez-moi, ce n'est pas infamant à votre égard, mais c'est une comptabilité qui est exacte, qui est un petit peu épicière. Je dis pas que vous êtes un épicier, qui est un petit peu épicière. Parce qu'il faut le retraduire dans la globalité des échanges. Ça, vous allez être d'accord avec moi, que c'est une vision très étroite des choses. Oui, mais et de dire, et là je m'adresse à l'inspecteur général des finances, de dire que ces 8 milliards d'euros, comme j'ai pu entendre ailleurs, ces 8 milliards d'euros supplémentaires iront à l'agriculture, c'est de la foutaise. Ça sera votre conclusion, Jean-Marie Seroni, votre conclusion? La conclusion, c'est que, si je peux me permettre d'appeler les agriculteurs à se ressaisir, il y a une vie après l'Europe. Il y a des nouveaux mouvements politiques qui se développent en France. Celui que je représente, upr.fr, allez voir notre site. Nous sommes le 2e site le plus visité de tous les partis politiques français. Et si j'avais un message d'espoir à donner aux Français, nous sommes là pour redresser la France. Nous ne voulons ni de l'Union européenne, ni du Front National. François Asselineau, merci beaucoup. Jean-Marie Seroni, merci beaucoup. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis en direct durant ces 3 journées dans le cadre du Sommet de l'élevage. C'est vrai qu'on a produit beaucoup de contenu, beaucoup d'émissions. On a reçu beaucoup
d'hommes politiques donc sur ce plateau. Merci à vous et puis on se retrouve donc sur tvagri.info. Merci.